Jean-Pierre Eyanga Ekumeloko. Je viens du même pays que vous tous, la République démocratique du Congo. De profession, j'ai un doctorat en médecine vétérinaire, avec un master degree en sciences des aliments, et bien d'autres qualifications là, bon, on ne va pas s'étendre là-dessus. J'ai quitté le pays depuis 1994 et depuis 1997, je vis ici en Irlande. D'abord, j'étais venu seul et puis ma famille est venue me rejoindre en l'an 2000. Ici en Irlande, j'ai créé probablement la plus grande organisation d'immigration dans ce pays en l'an 2000. Ça s'appelait Integrating Ireland. Après, c'est devenu Integration Center. Et dans ce travail, avec cette organisation-là, on a eu énormément de bons résultats. Entre autres, la création d'un ministère au sein du gouvernement irlandais, la création d'un ministère de l'intégration, changement dans la législation électorale. On a pu accepter que les requérants d'asile, les demandeurs d'asile, des réfugiés, puissent non seulement voter dans les élections locales, mais aussi poser leur candidature pour devenir des conseillers communaux, comme on dit. Et puis, il y a bien d'autres réalisations, bien d'autres, comment on dit en anglais, achievements. On ne va pas s'étendre là-dessus. Alors, je suis là pour me joindre à vous dans ce forum de discussion et d'échange, quoi. Voilà. Merci beaucoup, docteur Jean-Pierre. Tout de suite là, nous allons vous laisser encore reprendre la parole pour commencer la conférence. Et vous pouvez faire la présentation si vous le voulez. Et nous allons revenir après l'intervention pour des questions ou des discussions. Merci. OK. Vous voyez l'écran? Oui, ça se voit bien. D'accord, tant mieux. Can you increase the font? Can you increase the... Maintenant, si vous pouvez utiliser le panorama pour qu'on voit que le slide sur lequel vous êtes. Voilà. C'est bon? Oui, maintenant c'est assez grand. C'est bon. OK. Alors, mes chers compatriotes, chers amis, croyez-moi, c'est avec une immense joie et un grand honneur que je me tiens devant vos écrans aujourd'hui pour aborder un sujet qui nous concerne tous profondément. L'avenir des immigrés congolais face à la politique de droite, l'extrême droite en Europe et en Amérique. Et pourquoi, quand et comment se préparer pour rentrer au pays d'origine, c'est-à-dire la RDC. Et cette rencontre, nous la voulons un espace de réflexion et de partage sur l'avenir de chacun de nous qui sommes des immigrés, pour la plupart, face à la politique de droite ou d'extrême droite en Europe et en Amérique. Nous sommes tous animés par ce désir ardent de contribuer au développement de notre chère patrie, la RDC, mais il est un fait que l'on peut contribuer au développement de la RDC à partir du pays même ou à partir du pays d'immigration.
Mais on peut se poser des questions. Pourquoi et pourquoi quittons-nous notre pays, la RDC? Ces migrations sont-elles des longs fleuves tranquilles? Comment les pays d'accueil en Europe et en Amérique traitent-ils les immigrés? Quelles sont les raisons qui justifieraient le retour au pays? Quand et comment décider de rester ou de rentrer? Comment devons-nous nous préparer au retour? Comment nous y prendre face aux défis rencontrés dans le processus de retour? Dans cette présentation, nous essayerons, vous et moi dans un premier temps et vous après, nous essaierons de répondre le plus objectivement possible à ces interrogations. Alors, je suggère que la première étape, et c'est comme ça que je vais m'y mettre, la première étape consistera en un survol du premier volet. Et le premier volet, c'est l'immigration, la vie dans le pays d'accueil. Ce premier volet comprendra d'abord l'exploration du contexte actuel des politiques d'immigration, y compris les définitions des concepts, les facteurs motivants de l'immigration et l'importance de l'immigration dans les sociétés modernes. Ensuite viendra l'examen des politiques de droite, d'extrême droite en Europe et en Amérique. Ici, nous y étalerons le contexte historique de ces politiques allant du 19e au 21e siècle et nous mettrons en exergue les politiques récentes et les motivations récentes de ces politiques. Le deuxième volet qui consiste à regarder, à parler de tout ce qui est retour vers le pays d'origine, eh bien, ce deuxième volet comprendra l'identification des raisons possibles de retour au pays d'origine, la revue des différents domaines de préparation au retour, la revue des différents types de défis du retour au pays d'origine et les stratégies adéquates à adopter, ainsi que les études des cas et témoignages. Je conclurai la présentation avec un rappel des points saillants. Voilà. Alors, passons à la première partie, qui est relative au contexte actuel des politiques migratoires. Nous allons commencer par des définitions. Vous savez, quand on parle de migration, il y a deux concepts majeurs qui en découlent. Le tout premier, c'est l'immigration, et le second, c'est émigration. L'immigration désigne l'entrée dans un pays des personnes qui viennent d'un autre pays pour s'y installer de manière temporaire ou permanente. Comme exemple, lorsqu'un Congolais quitte la RDC pour s'installer en Belgique ou aux États-Unis, il est considéré comme un immigrant en Belgique ou aux États-Unis. Il est un immigrant. En revanche, l'émigration fait référence au départ des personnes de leur pays d'origine pour aller vivre dans un autre pays. Ainsi, la même personne qui quitte la RDC pour s'installer en France est considérée comme un émigrant de la RDC, à partir de la RDC. Donc, ce sont deux points de vue différents, tout dépend de l'angle à partir duquel on regarde la migration. Dans le contexte de cette présentation, c'est l'immigration qui nous intéressera le plus. Alors, passons aux motivations pour l'immigration. Nous le savons, chacun de nous a ses raisons, a des raisons pour lesquelles il avait quitté la RDC. Mais en général, on classe ces raisons-là en deux catégories. La première catégorie, ce sont les raisons qui nous chassent du pays. Ce qui vous a poussé à quitter le pays.
On appelle ça en anglais des push factors. Et lorsqu'ils vous poussent, vous êtes obligé d'émigrer. Et comme exemple, on a les manques d'emploi ou d'opportunités, des soins médicaux insuffisants, les famines ou les sécheresses, la peur des abus et des persécutions politiques, des logements insalubres, les discriminations, etc., etc. La deuxième classe des raisons, ce sont les raisons d'attraction. Celles-là jouent à partir du pays européen ou de l'Amérique. On les appelle alors le pull factors. C'est ce qui vous pousse, ce qui vous attire à partir de ces pays-là. Et bien sûr, cela vous amène à l'immigration, à aller dans ce pays. Eh bien, ces raisons-là incluent entre autres les opportunités économiques, les possibilités d'emploi, l'éducation et la formation de meilleure qualité, des meilleures conditions de vie et de sécurité, les liens familiaux peut-être, les meilleures chances de se marier, etc., etc. Voilà. Alors, si on abordait l'importance de l'immigration dans les sociétés modernes, il va de soi que plusieurs éléments peuvent illustrer l'importance de l'immigration dans les sociétés modernes. L'immigration est importante dans les sociétés modernes. Pourquoi? Ben parce qu'elle contribue à la diversité culturelle et à l'enrichissement social. Parce qu'elle... Parce que elle a un impact économique positif. Parce que elle contribue à l'innovation et à l'entrepreneuriat. Parce que elle contribue au développement démographique des pays où la population vieillit et le taux de natalité diminue. Parce qu'elle contribue aux échanges des compétences et des connaissances. Aussi parce que l'immigration contribue aux relations internationales. Il va de soi qu'une politique d'immigration ouverte peut renforcer les relations diplomatiques et commerciales entre les pays. L'immigration contribue aussi aux réponses humanitaires. Nous pouvons dire donc que l'immigration joue un rôle crucial dans le développement et la prospérité des sociétés modernes. Elle apporte des avantages économiques, sociaux et culturels significatifs, tout en présentant bien sûr des défis que les sociétés doivent gérer de manière équilibrée et inclusive. Alors, passons à la deuxième partie qui a trait aux politiques de droite, de l'extrême droite en Europe et en Amérique. Commençons par l'historique et le contexte. En Europe d'abord, tout avait commencé à se développer au XIXe siècle avec le conservatisme traditionnel. Celui-ci prônait la monarchie, la religion et l'ordre social établi. Mais il y avait aussi des réactions aux révolutions de 1848 qui a mené les idées libérales et socialistes. Les conservateurs, face à ces révolutions-là, avaient réagi. Ils avaient cherché à rétablir l'ordre et à préserver les structures traditionnelles contre les idées libérales et socialistes. Au XXe siècle, il y a eu la montée de l'extrême droite. Entre les années 20 et 40, 1920 et 1940, par Mussolini pour le fascisme en Italie et par Hitler pour le nazisme en Allemagne. Ils prônaient tous les deux le nationalisme extrême, l'autoritarisme et la suppression des opposants politiques.
À la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, on voit alors une renaissance et une influence croissante de l'extrême droite. En effet, dans les années 80 et 90, la crise économique et les vagues d'immigration ont conduit à la résurgence des partis d'extrême droite. Au XXIe siècle, la montée et le renforcement des mouvements populistes et nationalistes. Ainsi, nous avons par exemple en France le Rassemblement national, qu'on appelait dans le temps le Front national, qui a été créé par M. Jean-Marie Le Pen, et maintenant c'est sa fille Marie Le Pen qui est le grand leader du mouvement. En Italie, il y a la Lega, qui est conduite par Matteo Salvini. En Allemagne, il y a l'alternative pour l'Allemagne. Et puis, en Autriche, il y a le Parti de la Liberté d'Autriche et le Parti pour la Liberté aux Pays-Bas. Il faut dire qu'il y a des raisons assez récentes de cette montée en Europe. J'en ai plein celle-ci. La première, c'est la crise économique de 2008. D'ailleurs, ça avait commencé aux États-Unis, le subprime. Ça a beaucoup contribué à la montée de l'extrême droite en Europe. Ensuite, il y a l'immigration et les réfugiés, surtout à partir de la crise syrienne en 2015. Et puis l'euroscepticisme qui s'est beaucoup développé, surtout en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, vis-à-vis de l'Union européenne. Ensuite, il y a le nationalisme, qui est en fait un retour des discours nationalistes prônant la souveraineté nationale et s'opposant à la mondialisation. Ça, c'était en Europe. Et en Amérique, comment ça s'est passé? Comment ça a commencé? Eh bien, ça a commencé au 19e siècle et au début du 20e siècle avec les fondements conservateurs. Le conservatisme aux États-Unis, qui a été initié par le Parti républicain. Je crois que le Parti républicain a été fondé en 1854, je crois. Eh bien, ça prône les valeurs traditionnelles, le libre marché et une politique étrangère interventionniste. Vous connaissez certainement le Ku Klux Klan, ces groupes suprémacistes blancs qui s'en prenaient violemment aux Afro-Américains et aux autres minorités. Au milieu du XXe siècle, c'est plutôt la réaction au communisme qui s'est cristallisée en macartisme, mais aussi au mouvement ségrégationniste. À la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, on a observé une évolution. Dans les années 1980, certains se rappelleraient de l'ère Ronald Reagan, qui marque un tournant avec une politique de droite mettant l'accent sur le libéralisme économique et le conservatisme social. Puis, le Tea Party et les Trumpismes qui sont venus dans les années 2000, spécialement avec l'élection de Donald Trump en 2016, lui qui prônait une Amérique nouvelle. Et puis, il y a les groupes radicaux, par exemple les Proud Boys, et puis les milices d'extrême droite. Comme exemple de figure de droite en Amérique, bien sûr, on peut penser à Donald Trump, qui avec ses promesses de rendre l'Amérique grande à nouveau, avec des politiques protectionnistes, des restrictions sur l'immigration et un rejet des accords internationaux. Mais il y a aussi l'ancien président brésilien, Jair Bolsonaro, qui a des positions assez fermes sur la loi et l'ordre. Alors, aux États-Unis, s'il faut parler des
raisons récentes de cette montée, je parle précisément des États-Unis, eh bien, je crois que les raisons peuvent inclure la globalisation et la désindustrialisation, l'immigration, les réactions culturelles et les populismes. Alors, au vu de tout ce qu'on a dit, nous pouvons conclure que la montée des politiques de droite et d'extrême droite en Europe et en Amérique est le résultat d'une combinaison des facteurs politiques, économiques, sociaux et culturels. Les crises économiques, les craintes liées à l'immigration, le rejet de l'établissement politique et une résurgence du nationalisme ont tous contribué à ce phénomène. Mais aussi, il faut reconnaître que les leaders de droite ont su exploiter ce thème pour gagner du soutien. Alors, passons à la troisième partie qui va consister à l'analyse des impacts des politiques d'extrême droite sur les immigrés. Dans les domaines politiques et législatifs, nous voyons qu'il y a des politiques restrictives et des réformes législatives. Et là, plusieurs mesures sont prises. La toute première, c'est le renforcement des frontières. Nous voyons par exemple qu'aux États-Unis, il y a des contrôles accrus. Le gouvernement Trump a renforcé les contrôles aux frontières et a augmenté les patrouilles frontalières. Il y a des murs et des barrières physiques. Construction de murs à la frontière avec le Mexique. Deuxième mesure, ce sont les limitations sur les entrées. En Hongrie, il y a des quotas d'immigration. Viktor Orban, le président, a imposé des quotas stricts, limitant le nombre de réfugiés acceptés. Ensuite, il y a des restrictions des visas. D'autres mesures sont en rapport à l'asile et aux réfugiés. Au Danemark, par exemple, il y a réduction des accueils et puis les procédures d'examen d'asile sont allongées. Autre mesure, c'est sur les lois et entrée à l'immigration. En Italie, on voit le durcissement des conditions de séjour. Et puis, il y a criminalisation de l'immigration illégale. Une autre mesure, c'est l'intégration, un rapport à l'intégration et à la citoyenneté. Nous voyons qu'en France, par exemple, les conditions sont devenues beaucoup plus strictes par rapport à la naturalisation. Et puis, les programmes d'intégration ont vu la réduction de leur budget. Autre mesure, c'est l'accès aux services. Au Royaume-Uni, par exemple, il y a des restrictions d'accès aux services publics. Et puis, il y a des vérifications rigoureuses. N'importe qui ne peut pas accéder à certains services. Nous pouvons conclure de cela que les politiques restrictives et les réformes législatives varient d'un pays à un autre, mais elles partagent quand même des caractéristiques communes, telles que le durcissement des contrôles aux frontières, des quotas d'immigration et le durcissement des conditions d'asile et de naturalisation. Alors, les conséquences économiques et sociales incluent, entre autres, l'impact sur les marchés du travail et l'économie locale. Ici, on voit, entre autres, les pénuries de main-d'œuvre dans les secteurs en tension, tels que l'agriculture, les constructions, la santé, etc., etc. Et puis, il y a pénurie de main-d'œuvre en compétences spécialisées. Et c'est là, on peut le voir par exemple dans le Royaume-Uni, où les difficultés dans le recrutement de ce personnel qualifié dans les secteurs technologiques se présentent surtout après le Brexit. Autre impact sur les marchés du travail,
c'est qu'il y a augmentation du coût de la main-d'œuvre. Ben, cela, c'est juste parce que l'offre est moindre et donc la demande est beaucoup plus grande. Hein? Le coût, la valeur est beaucoup plus élevé. On voit aussi la réduction de la croissance économique. Il va de soi que les restrictions sur l'immigration peuvent ralentir la croissance économique en réduisant la main-d'œuvre disponible et en limitant l'innovation. Alors, l'impact sur l'innovation et le dynamisme. Ici, on remarque qu'il y a diminution de la diversité et de l'innovation. Ne fût-ce que parce que les immigrés apportent souvent des perspectives et des compétences nouvelles. Et lorsque on met un frein sur l'immigration, eh bien, ça a des conséquences. Il y a diminution de la diversité et de l'innovation. Et puis, on voit la perte de compétitivité. Par rapport aux conséquences sociales, on remarque qu'il y a stigmatisation et discrimination. Effectivement, les politiques restrictives sont capables de créer un climat de méfiance et de suspicion envers les immigrés. Ainsi, on voit la polarisation accrue de la société et des tensions sociales. Il y a quelques exemples, comme celui de Matteo Salvini de la Liga en Italie, qui a une rhétorique anti-immigrée. Il associe l'immigration à l'insécurité et au chômage. Nigel Farage, celui qui menait la campagne pro-Brexit dans le Royaume-Uni, il a des messages xénophobes qui ont mené à une augmentation des incidents de haine envers les immigrés après le référendum de 2016. En fait, les discours et les politiques anti-immigration peuvent encourager des comportements discriminatoires et xénophobes. En France, par exemple, il y a une montée de la xénophobie et des actes de discrimination. En Pologne, il y a des discours négatifs à l'encontre des immigrés, ce qui a augmenté ainsi la méfiance et la stigmatisation. Un autre domaine où il y a un problème assez sérieux, c'est le domaine de l'intégration et de cohésion sociale. Là-bas, on voit un accès limité aux services, ce qui amène bien sûr des difficultés pour l'intégration des immigrés. Et puis, il y a des tensions intercommunautaires. Parce que qu'on le veuille ou pas, la stigmatisation des immigrés peut provoquer des tensions entre les communautés locales et les populations immigrées. Et cela, qu'on le veuille ou pas, je le répète, ça va menacer la cohésion sociale. On le voit en Pologne, on le voit en France, on le voit en Allemagne. Alors, les conséquences sur les services publics. Là, je peux épingler au moins le fait qu'il y a l'accès limité aux services publics. Et ces restrictions-là peuvent bien sûr contribuer à la croissance de la précarité et des inégalités sociales. On le voit bien en Hongrie où Viktor Orban, l'extrémiste, eh bien, il a des politiques qui restreignent l'accès des réfugiés et des demandeurs d'asile à des services essentiels, y compris l'éducation et la santé. On peut aussi épingler la pression sur les services. Dans certains cas, il y a perception que les immigrés utilisent excessivement les services publics. Et cela est exploité politiquement pour justifier des réductions budgétaires. Or, les réductions budgétaires, qu'on le veuille ou pas, affectent l'ensemble de la population, qu'elle soit immigrante ou pas. Alors, parlons maintenant de l'impact sur les droits humains et les conditions de vie. Cet impact est assez sérieux parce qu'il y a de nombreuses violations des droits humains et la détérioration des conditions de vie des immigrés.
On le voit dans les conditions de détention et des traitements inhumains. Dans les centres de détention et les camps des réfugiés, eh ben, les conditions varient considérablement. De nombreux rapports et des témoignages révèlent que des situations préoccupantes concernant les droits humains, l'accès aux services des bases et les conditions de vie difficiles, c'est des conditions assez, ce sont des éléments assez généralisés partout, même si ça varie d'un pays à un autre. Mais il y a des situations qui sont préoccupantes dans ce domaine-là. En Europe, par exemple, on sait qu'en Grèce, comme vous le savez, il y a des îles grecques où on a établi des camps, de réfugiés. Eh bien, les conditions de vie dans ces camps-là sont décrites comme inhumaines. Les camps sont surpeuplés et manquent des services de base. Les réfugiés y vivent dans des tentes ou des conteneurs, avec un accès limité à l'eau potable, s'il vous plaît, aux installations sanitaires et même aux soins de santé. Il y a des tensions entre les réfugiés et les habitants, d'une part, mais même au sein des différentes communautés des réfugiés, il y a des tensions. Et ce sont les femmes et les hommes qui en souffrent en premier lieu. Je voulais dire les femmes et les enfants qui en souffrent en premier lieu. En Italie, il y a des centres de rétention. Il y a des centres de réception. Eh bien là-bas, ces centres-là sont surchargés et il manque des ressources adéquates. Il y a surpopulation. Les conditions hygiéniques sont insuffisantes. Les besoins médicaux sont inadéquats. Les soins médicaux sont inadéquats. On héberge des gens dans des facilités temporaires, comme des gymnases, comme des bâtiments désaffectés. Et là-bas, les conditions de vie sont précaires. En Hongrie, chez Viktor Orban, lui-même, il a institué des zones de transit à la frontière entre la Hongrie et la Serbie. Il y a des manques de nourriture, il y a des soins médicaux inadéquats et des conditions de vie insalubres. J'en viens aux États-Unis. Vous qui êtes aux États-Unis, vous savez bien qu'il y a ce qu'on appelle des Immigration and Customs Enforcement. Il y a des centres de cette institution-là. Eh bien, on se rappelle que, je ne sais plus en quelle année, il y a quelques années, la politique de Trump de séparation des familles à la frontière avait conduit à des milliers d'enfants séparés de leurs parents, souvent placés dans des conditions de détention inhumaines, de surpopulation, des manques d'accès à des soins médicaux de base et à des conditions de vie insalubres. En somme donc, on peut dire que les conditions générales se présentent comme suit. 1, il y a surpopulation. 2, il y a manque d'accès aux services de base. 3, il y a insécurité et violence. 4, il y a des problèmes de santé mentale à cause du stress, de l'anxiété et des traumatismes connus dans les centres. Un autre domaine où il y a des problèmes sur les droits de l'homme et les conditions de vie, c'est au niveau du refus d'asile et des déportations. En France, par exemple, il y a des expulsions rapides des demandeurs d'asile, sans évaluation appropriée de leurs besoins de protection. En Hongrie, encore une fois, Viktor Orban, comme je l'avais dit plus tôt, eh ben, les demandeurs d'asile sont souvent détenus dans des centres de transit à la frontière entre la Serbie, dans des conditions très sévères. Un autre domaine, c'est le domaine de la discrimination et de la stigmatisation institutionnalisée. Je vous avais parlé de Matteo Salvini et des îles grecques où les conditions de vie violent les droits fondamentaux des réfugiés.
Un autre impact, c'est au niveau de l'accès limité aux services de base. En Espagne, on a remarqué, les travailleurs migrants sans papier en Espagne, particulièrement dans l'agriculture, sont souvent exploités avec un accès limité aux soins de santé, à l'éducation et à des logements décents. Je ne parle même pas d'Israël. Autre abus, autre abus, autre impact sur les droits de l'homme, c'est par rapport à la violence et au harcèlement. Je crois avoir mentionné qu'au Royaume-Uni, après le Brexit, il y a une augmentation des incidents de haine et des violences envers les immigrants. En Pologne, il y a eu des rapports qui ont fait mention des violences policières et des mauvais traitements envers les migrants à la frontière biélorusse. Nous pouvons donc voir que les politiques restrictives sur les immigrés mises en place par les gouvernements de droite et de l'extrême droite en Europe et en Amérique ont des impacts négatifs sérieux sur les immigrés dans les domaines politiques, économiques, sociaux et de droits humains dans les pays d'accueil. Alors, passons à la partie 4, la quatrième partie. Celle-ci a trait à la prise des décisions pour rentrer au pays d'origine. C'est à partir d'ici que nous abordons le deuxième volet qui a trait au retour au pays d'origine. Alors, on commence bien sûr, il faudra que vous preniez la décision pour rentrer. Et ici, nous parlons que de retour volontaire. Nous ne parlons pas des déportations, nous ne parlons pas d'autre chose, que de retour volontaire. Nous savons que pour rentrer, il faut d'abord prendre la décision de rentrer dans son pays d'origine. Mais cette décision, elle doit être le résultat d'un gros travail à abattre. À mon avis, ce travail devrait passer par une évaluation des motivations d'immigration et des circonstances personnelles. Ensuite, un travail fouillé du degré d'intégration dans le pays hôte. Et puis, une analyse des facteurs externes qui vous influencent au retour. Et l'identification des signaux et des déclencheurs qui vous disent « il faut que vous allez, vous rentriez ». Voilà. Alors, commençons par l'évaluation des motivations d'immigration et des circonstances personnelles de ce jour. Je vous rappelle, chers compatriotes, chers amis et amies, nous avions parlé de deux types de facteurs qui motivent l'émigration et l'immigration. Ce sont les push factors, ce sont les facteurs qui vous poussent à quitter le pays, et puis les pull factors, les facteurs qui vous attirent de l'autre pays, de l'autre côté. Alors, s'il faut parler de l'analyse de la situation personnelle et familiale dans le pays hôte, là, ça a trait à votre degré d'intégration dans le pays. On peut objectivement se poser plusieurs questions. La question, ce serait, ok, suis-je maintenant à l'abri de tous les tracas et soucis que j'avais fuis à la RDC? Ce que je courais après, ce que j'étais venu chercher ici dans les pays où je vis maintenant, en Europe ou en Amérique, l'ai-je trouvé comme je le voulais, dans le fond, dans la forme, en qualité et en quantité voulue? Suis-je parvenu à m'intégrer dans la société ou la communauté qui m'avait reçu, là où je suis venu vivre? Suis-je parvenu à m'intégrer? Je crois que les réponses à ces questions permettront d'identifier l'endroit où l'on se sentira le plus à l'aise, ou tout au moins, je dirais, le moins mal à l'aise, mais avec des perspectives de développement et de prospérité sûres pour soi-même et pour sa famille. À mon avis, s'il y a même une toute petite réponse négative, eh ben, il faut chercher à connaître les raisons et y creuser
pour savoir si les raisons sont endogènes, venant de soi-même, ou exogènes, venant des autres. Alors, je crois que, comme je l'avais dit un peu plus tôt, il est important de savoir où ce qu'on en est, les raisons qui vous ont poussé, qui vous avez attiré dans les pays d'accueil. Où est-ce que vous en êtes avec ces raisons-là? Est-ce que vous êtes intégré? Alors, ce concept d'intégration, cette notion d'intégration, nous l'entendons souvent. Mais il faudra que nous ayons une claire compréhension de cette notion-là. Docteur? Docteur? Oui, Est-ce que vous me suivez? nous vous suivons très bien. Ok, tant mieux. Le calme veut dire que tout passe bien. Tant mieux. Ok. Alors, commençons par définir le concept d'intégration. Le terme intégration provient du mot integratio, qui désigne non seulement le processus, mais aussi les résultats de rejoindre un groupe, un ensemble. Ainsi, on peut dire que dans les cadres sociaux, il s'agit du processus par lequel les individus ou des groupes distincts sont inclus dans une société ou un groupe plus large, favorisant ainsi la cohésion et la solidarité. L'intégration implique l'acceptation et la coopération entre différentes cultures, ethnies ou classes sociales au sein d'une communauté. Le cas du gouvernement irlandais, ici, là où je viens à Dublin, eh bien, le gouvernement irlandais définit l'intégration comme la capacité de participer, dans la mesure où une personne en a besoin ou le souhaite, à toutes les composantes majeures de la société sans avoir à renoncer à sa propre identité culturelle. Très important. Le Conseil européen pour les réfugiés et les exilés, on appelle ça ECRI, considère que l'intégration est un processus de changement, dynamique et bidirectionnel, c'est-à-dire, comme on le dit en anglais, a two-way process, où l'immigrant fait un effort, il a des droits et des devoirs, il participe au processus, il amène des choses de son côté, mais aussi la société qui le reçoit fait aussi des efforts, a des droits et des devoirs aussi, et apporte ce qu'il faut pour que le réfugié fasse partie de la communauté nationale et prenne des mesures pour faciliter l'accès aux ressources et au processus de prise de décision. Donc, l'intégration est un processus dynamique, un processus de changement dynamique et bidirectionnel, mais surtout un processus à long terme. Il est un processus à long terme parce qu'il commence de votre arrivée dans le pays d'accueil jusqu'à ce que vous deveniez un membre actif de cette société, d'un point de vue juridique, social, économique, éducatif et culturel. Et en dernier lieu, l'intégration est comprise comme un changement multidimensionnel, un processus de changement multidimensionnel. Il concerne la participation effective à tous les aspects de la vie économique, sociale, culturelle, civile, politique. Voilà. Alors, mais comment savoir qu'on est intégré? Eh bien, il y a des indicateurs. Il existe plusieurs catégories d'indicateurs qui peuvent nous aider à savoir si nous sommes intégrés ou pas. Ainsi, il y a des indicateurs économiques tels que le taux d'emploi. A-t-on un emploi stable et à plein temps?
Est-ce que cet emploi correspond idéalement à ses qualifications et compétences? Par exemple, le niveau des revenus, la reconnaissance des qualifications, la participation à l'économie formelle. Il y a des indicateurs sociaux tels que la qualité du logement, hein, l'accès aux services sociaux, les réseaux sociaux et communautaires. Il y a des indicateurs culturels aussi. Par exemple, la compétence linguistique. Maîtrise-t-on la langue du pays? La participation culturelle. Les métiers sur l'identité culturelle. Il y a aussi des indicateurs civiques. Par exemple, la citoyenneté et les droits civiques. La participation politique. L'engagement communautaire. Quant aux indicateurs psychologiques et de bien-être, eh ben, on pense par exemple à la satisfaction de vie. As-tu un sentiment d'appartenance? Hein? Y a-t-il absence de discrimination? Des indicateurs éducatifs, c'est par exemple la réussite éducative des enfants. La réussite éducative des enfants. L'accès à l'éducation continue. Les indicateurs de santé, c'est entre autres l'accès aux soins de santé, des qualités, hein, le bien-être physique et mental. Voilà. Alors, nous pouvons passer maintenant à l'analyse des facteurs influençant le retour. Parce que on a vu que on devait savoir si on est intégré, parce qu'on pense déjà, s'il faut partir, il faut qu'on fasse toute l'analyse, qu'on analyse tout sérieusement. On a regardé ces conditions de vie dans la société d'accueil. Est-ce qu'on est suffisamment intégré? Maintenant, il faut regarder quels sont les facteurs externes qui influencent votre pensée pour que vous puissiez prendre la décision de rentrer. Eh bien, plusieurs facteurs sont à prendre en compte. Par exemple, l'évolution de la situation dans le pays d'origine. Vous devez vous poser la question. Dans la situation actuelle, les raisons qui m'avaient poussé à quitter la RDC ont-elles été éliminées en partie, totalement ou pas du tout? Ça, c'est une question majeure. Mais au-delà de toutes ces questions-là qu'on s'est posées avant, il est surtout, à mon avis, du devoir et de la responsabilité du gouvernement de la RDC d'attirer les immigrants à retourner dans leur pays d'origine. J'insiste, il est du devoir de la responsabilité du gouvernement de la RDC d'attirer, j'insiste, je souligne le mot attirer, d'attirer les immigrants à retourner dans leur pays d'origine. Aussi est-il crucial de mettre en place des politiques et des opportunités de réintégration qui répondent à leurs besoins économiques, sociaux et personnels. C'est ainsi que je propose quelques exemples. 1. Les incitations économiques. Et celles-ci incluent, entre autres, les subventions pour le retour, les exonérations fiscales, les prêts à taux réduits. Ensuite, les opportunités d'emploi et d'entrepreneuriat. Ici, j'entends par exemple, je fais allusion au programme de création d'entreprises, à l'accès aux opportunités d'emploi, à la reconnaissance des compétences. Et puis, avoir aussi, mettre en place des programmes de formation et d'éducation. Ici, je pense à la formation continue, à l'accès à l'éducation,
surtout pour les enfants. Autre mesure d'incitation, c'est par exemple le soutien social et communautaire. Oui, l'État devrait mettre en place des centres d'accueil et de réintégration. Parce que on rentre, on devient presque un étranger presque. Eh ben, il faut qu'il y ait des centres d'accueil et de réintégration. Il faut qu'il y ait des services de counseling, des programmes de réintégration communautaire. Des politiques incitatives de logement. Je pense ici aux subventions pour les logements. Le programme de logement temporaire. Il faut proposer aux nouveaux venus, proposer-lui qu'il puisse trouver une solution temporaire en attendant de trouver une solution permanente. Donc, il faut des programmes de logement temporaire. Et puis, mettre en place des politiques de sécurité et de stabilité. Et bien, renforcer de la sécurité pour le nouveau venu. Les politiques de stabilité politique, et des mesures de stabilité politique et économique. Autre mesure incitative, c'est la réduction des obstacles administratifs. Il faut simplifier les procédures. Ah oui, il faut simplifier les procédures pour le retour. Il faut proposer des assistances juridiques. Il faut offrir une assistance juridique, si pas gratuite, mais au moins à faible coût. Mettre en place des partenariats, des coopérations internationales, par exemple, les partenariats avec les pays d'accueil. Avoir des programmes de retour volontaire. Une autre mesure incitative, ce serait la promotion, bien sûr, et la sensibilisation, oui. Mener des campagnes de sensibilisation. Mais il ne faut pas commencer par des campagnes de sensibilisation si on n'a encore rien fait, on n'a encore rien prévu. Les campagnes de sensibilisation ne peuvent pas venir toutes seules. Et puis, bien sûr, des témoignages et des études des cas peuvent être utilisés pour inspirer et encourager d'autres personnes à considérer le retour. Donc, de ma modeste expérience, et surtout ici en Irlande, je pense que pour bien d'immigrés congolais envisagent il est important qu'ils perçoivent. Tu peux couper la route, s'il te plaît. Il est important qu'ils perçoivent et soient convaincus que les opportunités de réintégration réussie sont réelles et que les conditions de réussite seront plus ou moins comparables à celles existant dans son pays d'accueil. Les politiques de réintégration doivent être holistiques et répondre à divers besoins pour assurer une transition réussie et durable. D'où le rôle vital du gouvernement congolais. Alors, on l'avait dit, en dehors des facteurs externes qui peuvent vous influencer votre retour, il y avait des facteurs externes. On avait dit les mesures incitatives, mais il y a aussi les facteurs personnels et familiaux. Et ils sont souvent à l'origine de retours précipités au pays. En voici quelques-uns. Par exemple, la réunification familiale. Le désir de se rapprocher de la famille et de renouer avec les proches restés en RDC. Ça peut être un facteur décisif pour qu'on rentre. Le vieillissement des parents, par exemple. Les obligations familiales comme prendre soin des parents âgés, ça peut inciter à retourner. Et puis, il y a l'attachement culturel et identitaire. Ben, pour certaines gens, il y a un sentiment fort d'appartenance et de nostalgie pour la culture. Eh ben, les traditions et les modes de vie congolais, ben, ils décident de rentrer. Voilà. Ce sont des facteurs externes qui peuvent influencer le retour. Alors, il y a aussi d'autres éléments que moi je qualifie
de signaux et déclencheurs du retour. Les signaux et déclencheurs du retour sont ceux qui pourraient pousser un Congolais à rentrer vivre en RDC. Comme ça. Il y a des signaux qui lui viennent comme ça et ça l'influence. Ainsi, par exemple, les signaux économiques. Par signaux économiques, moi je pense aux opportunités économiques, la découverte ou l'anticipation d'opportunités économiques meilleures en RDC, comme par exemple la croissance d'un secteur d'activité spécifique ou des investissements étrangers. Des projets d'affaires, par exemple, la volonté de lancer ou de reprendre une entreprise en RDC, le coût de la vie qui devient beaucoup plus bas en RDC que là où on est. Il y a aussi des signaux familiaux et sociaux, comme la reconnexion familiale, la vie sociale et culturelle, l'éducation des enfants. On préfère que les enfants soient éduqués dans un environnement culturellement familier. Il y a aussi des signes politiques, par exemple la stabilité politique qui devient améliorée, la sécurité qui devient tout d'un coup bien assurée, le climat politique dans les pays d'accueil. On apprécie de moins en moins les climats politiques à cause, par exemple, des politiques d'extrême droite. On veut rentrer. Mais il y a aussi des facteurs personnels et psychologiques. Par exemple, juste comme je l'avais montré un peu plus tôt, les sentiments persistants du mal du pays. On veut juste rentrer, on désire retourner à ses racines. Et puis, ça peut être les sentiments d'accomplissement. On se dit, c'est que j'étais venu chercher, je l'ai eu, je suis suffisamment équipé, eh bien, je rentre chez moi. Il y a aussi des signaux de santé. On a des problèmes de santé sérieux qui nécessitent de vivre dans un climat, dans un environnement que l'on trouve qu'en RDC. On rentre. Il y a aussi des signaux juridiques et administratifs. Par exemple, le statut légal. Si, par exemple, son séjour, le permis de séjour va se terminer dans le pays d'accueil, eh ben, il faut bien qu'on rentre. Ou alors, il y a des facilitations administratives. On trouve qu'il y a des simplifications de procédures administratives pour le retour et la réintégration. On rentre. Les facteurs environnementaux, changement des climats. On en a marre, par exemple, les gens qui vivent en Islande ou, je ne sais pas moi, au fin fond de l'hémisphère nord, ils préfèrent changer le climat. Les ressources naturelles, on sait que on se dit, j'ai suffisamment d'argent, maintenant il faut que j'aille construire une ferme. Je vais acheter des lopins de terre, peut-être 30, 40, 50 hectares, et je vais commencer un ranch, une ferme là-bas. Voilà. D'autres signaux déclencheurs, c'est juste des initiatives gouvernementales ou des ONG. Par exemple, le programme de réintégration qui sont mises en place pour inciter au retour par le gouvernement congolais ou des ONG. Il y a aussi les aides financières. Si le gouvernement offre par exemple des subventions, des aides financières ou des soutiens pour les rapatrier, on préfère rentrer. Des facteurs professionnels, par exemple des opportunités professionnelles. Il y a d'offres d'emploi attractives ou des perspectives de carrières prometteuses qui se présentent là-bas. On préfère rentrer. Il y a aussi juste la retraite. On a travaillé dur en Europe ou aux États-Unis. On a eu sa retraite et on veut passer des jours heureux, plus qu'heureux, au pays, autour des siens. Voilà. Donc, il est clair que chaque individu peut être influencé par une combinaison unique de ces facteurs et la décision de retourner en RDC est souvent complexe et multifacette. Alors, la préparation au retour en RDC. Donc, on a finalement pris la décision de rentrer.
Et comment le faire? Il faut se préparer. Et cette préparation peut commencer, doit se faire dans différents domaines. Nous parlons ici d'abord de la préparation financière. Celle-ci doit inclure, un fonds d'épargne, il faut établir un fonds d'épargne. 2, il faut calculer des coûts de déménagement. Ah oui, il faut calculer les coûts de déménagement. Tout ça, les deux, là, établir un fonds d'épargne et calculer les coûts de déménagement, pour moi, je les mets dans la rubrique d'épargne et gestion des finances. Donc, il y a l'épargne et la gestion des finances, et cela inclut d'établir un fonds d'épargne et calculer les coûts de déménagement. Deuxièmement, faire une planification budgétaire adéquate, connaître un budget de transition. Il faut élaborer un budget détaillé pour les premiers mois qu'on va passer dans le pays. Il faut prévoir des dépenses imprévues. Il faut les prévoir, il faut les planifier, il faut les budgétiser. Et puis, il faut faire des investissements, préparer des investissements et des sources de revenus. Il faut investir en RDC, il faut diversifier les sources de revenus. Ensuite, il faut procéder il faut prévoir les transferts des fonds. Il faut planifier bien les moyens sécurisés et économiques pour la RDC à partir de l'Europe et de l'Amérique. Tout dépend de là où on vit. Il faut ouvrir des comptes bancaires en Europe, en RDC. Autre chose, c'est qu'il faut faire une préparation pour des projets entrepreneuriaux. Faire des études de marché, avoir un business plan. Et puis, préparer l'accès aux prêts et aux subventions. Des subventions et des aides. Il faut rechercher des programmes de subventions et des aides aux rapatriés, s'il y en a. Si le gouvernement ou les ONG les ont mis en place, oui, il faut les préparer. Il faut les rechercher et y accéder. Et puis, faire des prêts bancaires, explorer les options de prêts bancaires à taux réduit. Autre activité dans la gestion financière, dans la préparation financière, c'est la gestion des actifs et des passifs. Il faut liquider les biens qu'on avait en Europe. Si nécessaire, vendre les biens en Europe et les libérer les fonds et éviter des coûts de maintenance à distance. Et puis, je dis l'Europe, mais je dis aussi, ça signifie aussi les États-Unis. Et puis, il faut bien gérer les dettes, régler et les réorganiser. Faire une préparation à long terme à travers les assurances et la retraite. Il faut bien souscrire à des assurances adaptées en RDC. Prendre aussi une certaine éducation financière pour acquérir ou renforcer ses connaissances en gestion financière, pour naviguer efficacement les défis économiques en RDC. Donc, une préparation financière minutieuse et essentielle pour le retour d'un immigré congolais en RDC est importante. Voilà. Et cela inclut, entre autres, l'accumulation d'épargne, la planification budgétaire, l'identification des investissements, la gestion des transferts de fonds et la mise en place des projets entrepreneuriaux viables. Le deuxième domaine de préparation, c'est la préparation professionnelle. Ici, je crois que c'est une étape essentielle pour assurer une transition et une intégration réussie. Alors, quand j'ai dit préparation professionnelle, je pense entre autres à la recherche des opportunités de travail en RDC. Il faut faire l'étude du marché du travail, il faut faire les réseautages professionnels, il faut aussi mettre à jour des compétences et des qualifications à travers la reconnaissance des diplômes, être sûr que les diplômes soient reconnus, ce qu'on a acquis en Europe, que c'est reconnu. Il faut pratiquer des formations continues, être sûr que les certifications locales
peuvent améliorer l'employabilité en RDC, ce qu'on a atteint en Europe ou aux États-Unis. La préparation professionnelle inclut aussi le développement des compétences spécifiques. Ah oui, il faut être sûr qu'on a suffisamment de compétences linguistiques. Il faut s'y préparer pour améliorer son français, par exemple, ou les compétences en communication et en intégration professionnelle. Il faut les préparer. Les compétences techniques et sectorielles, tout dépend de votre domaine d'élection. Et puis, il y a la préparation de la candidature. Vous devez bien préparer votre CV et les lettres de motivation. Vous les adaptez aux standards et aux attentes du marché congolais. Il faut mettre en exergue, bien sûr, votre expérience et les compétences acquises en Europe. Hein. Et puis, préparez votre portfolio des références. Alors, un autre domaine, c'est l'exploration des options d'entrepreneuriat. Les business plans sont très importants parce qu'on peut commencer sa propre entreprise. Il faut y penser. Hein? Penser à identifier les ressources et les soutiens possibles. Autre chose, toujours en rapport avec la préparation professionnelle, c'est qu'il faut penser à s'adapter au marché du travail local. Ainsi, familiarisez-vous avec la culture des différentes entreprises et leurs pratiques, mais aussi les normes et les régulations. Par exemple, les lois du travail, le droit des employés, les obligations des employeurs. Pensez aussi à la réintégration dans les réseaux locaux. Oui, il faut penser à participer à des événements professionnels. Il faut adhérer à des associations professionnelles. Et puis, en dernier lieu, dans le domaine de préparation professionnelle, et faites tout pour utiliser les technologies et les plateformes en ligne. Vous trouverez certainement les sites de recherche d'emploi et les réseaux sociaux professionnels. Voilà. Donc, en conclusion, par rapport à la préparation professionnelle, moi je crois qu'une approche stratégique et bien planifiée est essentielle. Et cette préparation comprend, entre autres, le marché du travail local, en mettant à jour ses compétences et en s'intégrant dans les réseaux professionnels locaux. La préparation doit également inclure la reconnaissance des diplômes, l'adaptation aux normes locales et l'exploitation des opportunités d'entrepreneuriat. Voilà. Troisième domaine de préparation, c'est la préparation sociale et culturelle. Une autre étape cruciale. Ici, il faut penser à renouer avec la famille et les amis. Faire de la reconnexion familiale. Si possible, procéder aux visites préparatoires. Et puis, la réintégration communautaire. Il faut aller jusqu'à participer à des activités communautaires et faire du bénévolat, pourquoi pas, dans des organisations locales. Une autre activité à faire, c'est s'adapter aux normes et aux valeurs locales. Oui, il faut faire de la compréhension, il faut bien comprendre les normes sociales, se familiariser avec les normes sociales, les coutumes et les traditions locales pour éviter des malentendus et faciliter la réintégration. Hein? Et puis, pensez surtout à respecter les valeurs locales. Autre activité, toujours en relation avec la préparation sociale et culturelle, c'est qu'il faut apprendre et à s'adapter culturellement à travers la participation à des événements culturels. Les pratiques religieuses et spirituelles, comme vous le savez, elles ont une certaine place dans la société. Bon, essayez de voir si on peut s'y engager. Hein. Ça, c'est très personnel. Et puis, il y a la préparation psychologique et émotionnelle. Il faut bien gérer les attentes, il faut se préparer mentalement.
Et si on peut avoir un soutien psychologique, ça serait très bien. Pensez à la réintégration des enfants. L'éducation des enfants, il faut la planifier, chercher les meilleures écoles et s'assurer que les enfants sont prêts à s'adapter au système éducatif local. Pensez à leurs activités extrascolaires aussi. Alors, une autre activité, c'est le logement. Notre activité doit avoir trait au logement et à la vie quotidienne. Rechercher le logement, mais ce logement, cette recherche doit se faire avant que vous ne rentriez, pour éviter le stress de la recherche d'un domicile là-bas à l'arrivée. Et puis, pensez à s'adapter au mode de vie. Alors, la réintégration professionnelle et les réseautages sont importants, vraiment importants. Remettez-vous dans les réseaux professionnels et cherchez un mentor et des conseillers qui peuvent vous aider à vous réintégrer professionnellement et socialement. Pensez à utiliser les médias et les ressources locales. Bien sûr, la sensibilisation et la préparation pratique sont importantes à travers des sessions d'information et de guides d'intégration. Donc, la préparation sociale et culturelle est aussi une étape très importante pour assurer une transition en douceur et une réintégration réussie. La préparation logistique, à mon avis, est peut-être l'un des domaines le plus important de la préparation en question. Parce que là, c'est la réalité. Alors, vous devez organiser le déménagement. Et ici, il faut choisir les transporteurs, faire l'inventaire des biens, l'emballage, les documents douaniers, et puis remplir des formalités administratives, c'est-à-dire des documents d'identité, les visas et les permis, les certificats de naissance et des mariages. Il faut faire la gestion des finances et des comptes. Donc, il faut clôturer les comptes qu'on a en Europe. Il faut faire des transferts des fonds, l'ouverture des comptes locaux, la logistique par rapport à la santé et à l'assurance, préparer les dossiers médicaux, souscrire à une assurance santé, faire les vaccinations et prendre des mesures de santé avant de partir. Pour ce qui est de l'éducation et la scolarité des enfants, préparer les dossiers scolaires pour faciliter leur inscription dans les écoles en RDC, pour faire leur inscription à l'école. Il faut faire déjà l'inscription à l'école avant même d'y aller. S'assurer que le matériel éducatif est préparé. Et puis, par rapport au logement, rechercher le logement avant de partir. Autrement, vous serez déçus. Alors, par rapport au logement, il faut préparer les contrats de location, les services publics, s'assurer que les services publics, c'est-à-dire l'eau, l'électricité, l'Internet, les téléphones, que tous sont là. La logistique par rapport au transport local. Avez-vous un véhicule? Vous souhaitez prendre un véhicule de l'Europe, l'amener au Congo ou acheter un véhicule sur place? Préparez-vous. Le transport public. Il faut bien savoir que le transport public à Kinshasa, il est ce qu'il est. Donc, essayez de vous familiariser avec ces options-là. Et puis, pour s'adapter à la vie quotidienne, pensez au coût de la vie, se préparer aux différences de coûts de la vie en Europe et en RDC. Comme on l'avait dit plus tôt, établir des réseaux locaux. Par rapport à la sécurité, prendre des mesures de sécurité pour protéger la famille et les biens. C'est entre autres mettre en place des dispositifs de sécurité dans les logements et puis assurer votre propriété. Donc, il faut une préparation logistique qui tienne compte des réalités en Europe et en RDC. Cela sous-entend une planification minutieuse et une organisation détaillée couvrant tous les aspects du déménagement, des formations, des formalités administratives,
de la gestion des finances, de la santé, de l'éducation, du logement, du transport, de l'adaptation quotidienne et de la sécurité. Entamons la 6e partie qui a trait au défi du retour et des stratégies adéquates. Alors, je vais ici aborder chaque défi, chaque problème lié à un défi, à une catégorie de défis, et proposer une solution. Ainsi, par exemple, l'accès à l'emploi. Si on a des difficultés à trouver un emploi correspondant aux compétences et aux qualifications qu'on tient, la solution serait, à mon avis, de commencer à chercher des opportunités d'emploi avant le retour. Utiliser les réseaux professionnels locaux et en ligne et adapter les CV et la lettre de motivation aux normes locales. Envisager, si possible, l'entrepreneuriat. Autre défi économique, la stabilité financière. S'il y a une instabilité économique et l'inflation élevée au Congo, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, établir un budget de transition solide, maintenir une épargne d'urgence, diversifier les sources de revenus et investir dans des actifs qui peuvent offrir une certaine stabilité financière. Par rapport à la réintégration sociale, si vous avez des difficultés à vous réintégrer dans la communauté locale après une absence aussi longue, la solution serait de participer activement à des activités communautaires, renouer avec les amis et la famille et s'impliquer dans des organisations locales pour créer de nouveaux liens sociaux. Quant à l'adaptation culturelle, si vous avez un choc culturel inversé et que vous pensez à rentrer ou quoi, et vous avez des difficultés à vous adapter aux normes et valeurs locales, eh bien, restez ouvert et patient. C'est réengager dans des traditions et coutumes locales et chercher à comprendre les changements survenus pendant l'absence. Participer à des programmes de réintégration culturelle. Et si vous êtes... il y a un stress lié au changement et à l'incertitude, ben prenez soin de votre santé mentale parce que ça, c'est ultra important. Cherchez un soutien psychologique ou des groupes de soutien et maintenir une attitude positive. Faites des pauses régulières pour gérer les stress et vous adapter progressivement. S'il y a des sentiments de nostalgie pour la vie en Europe et l'isolement potentiel, eh ben, maintenez des contacts avec des amis en Europe. Engagez-vous dans des activités sociales en RDC et concentrez-vous sur les aspects positifs de la vie en RDC. Par rapport aux formalités administratives, s'il y a une forte complexité des démarches administratives pour vous réinstaller, eh ben, la solution serait, mon vieux, de préparer tous les documents nécessaires à l'avance. Utiliser des services d'assistance pour les démarches administratives et se renseigner sur les exigences locales avant le départ. Par rapport au transport et déménagement, s'il y a des problèmes d'organisation du transport des biens et des déménagements, pour pallier à cela, il faut engager une entreprise de déménagement internationale fiable, planifier les transports bien en avance et se préparer aux procédures douanières en RDC. Les défis de sécurité, eh ben, pour les relever, il faut adopter des mesures de sécurité adéquates, choisir un logement dans une zone sécurisée et se familiariser avec les pratiques de sécurité locales, souscrire des assurances pour les biens personnels et immobiliers. Par rapport aux défis de santé, eh bien, il faut souscrire une assurance santé couvrant des soins médicaux en RDC, trouver des prestataires des soins de santé fiables et maintenir un mode de vie sain pour prévenir des problèmes de santé. En conclusion, je pense qu'au regard de tous les éléments passés en revue, on peut dire qu'à toute personne, moi je peux dire à toute personne qui pense à rentrer en RDC que cela comporte de nombreux défis à relever. Cependant,
avec une préparation adéquate et une stratégie bien pensée, ces défis peuvent être surmontés. Il est essentiel de planifier à l'avance, de rechercher des soutiens sociaux et professionnels et de rester flexible et résilient face au changement. Il faut adopter une approche proactive. Voilà. Alors, la 7e et la dernière partie concerne des études des cas et de témoignages. Alors, j'ai des études des cas, plusieurs cas d'Africains, mais ici, je veux m'attarder juste sur 2 cas de 2 compatriotes. Il y a Madame Thérèse Kirongozi, d'abord, et ensuite Monsieur Faustin Lignekula. Madame Thérèse Kirongozi est une ingénieure et entrepreneuse congolaise qui a vécu et étudié à l'étranger. Elle est la fondatrice de la société Women's Technologies, WooTech, qui se concentre sur les innovations technologiques pour résoudre les problèmes locaux. C'est elle qui a développé, dans son témoignage, elle dit qu'elle a développé des robots, moi je les ai vus, des robots de roulage à Kinshasa, sur avenue à Sosa, croisement à Sosa et boulevard, comment on l'appelle encore? Boulevard Triomphal. C'est elle qui a développé des robots de roulage pour réguler le trafic dans les grandes villes de la RDC comme à Kinshasa. Ces robots sont devenus des symboles de l'innovation locale et ont amélioré la gestion du trafic et des sécurités routières. Maman Thérèse a expliqué que les retours en RDC lui a permis de mettre en pratique ces compétences pour répondre à des défis locaux et d'avoir un impact tangible sur la société congolaise. Quant à messieurs Faustin Lignekula, c'est un danseur et un chorégraphe de renommée internationale qui a vécu en Europe avant de rentrer au Congo. Après avoir étudié en Europe et travaillé avec diverses compagnies de danse, il a décidé de revenir en RDC pour contribuer au développement culturel de son pays. Il a fondé le studio Kabako à Kisangani et son retour a été motivé par le désir de promouvoir la culture et les arts en RDC. Malgré des défis financiers et logistiques, il a réussi à créer un espace où les artistes congolais peuvent se former, créer et se produire. Il a partagé que le retour en RDC lui a permis l'opportunité de redonner à sa communauté et de participer à la renaissance culturelle de la RDC. Voilà. À tout prendre, comme conclusion générale, je crois qu'il est aisé de conclure, 1, que les politiques d'extrême droite rendent de plus en plus difficile la vie des immigrants en Europe et en Amérique, dès l'entrée jusqu'à l'octroi de séjour ou l'expulsion, en passant par l'accès aux services ou la détention. Deuxièmement, une fois dans le pays d'accueil, le processus d'intégration est essentiel à l'immigré pour bien jouir de son séjour. Troisièmement, le retour au pays d'origine pour un immigré africain en général et congolais en particulier est un processus complexe qui nécessite une planification minutieuse et une préparation multidimensionnelle. Voilà. Alors, pour résumer, juste un rappel, ce que nous avons vu, vous aurez remarqué qu'il y a eu 2 grands volets. J'ai abordé 2 grands volets. Le premier ayant trait à la vie à l'immigration, la vie dans le pays d'accueil, et le second volet avait trait au retour au pays d'origine. Dans le premier volet, nous avions exploré le contexte actuel des politiques migratoires, y compris la définition des concepts, les facteurs motivants de l'immigration et l'importance de l'immigration dans les sociétés modernes. S'il y a quelque chose à retenir à mon avis ici, c'est qu'il y a des push factors
et des pull factors. J'ai fait une erreur là. Au lieu de dire pull, j'ai écrit full. Donc, il y a des push factors et il y a des pull factors. Autre chose à retenir, c'est que l'immigration est très importante pour les pays d'accueil à divers titres. Autre chose que nous avions faite dans le premier volet, nous avions examiné les politiques de droite, d'extrême droite en Europe et en Amérique, en y étalant le contexte historique de ces politiques, allant du 19e au 21e siècle, et nous avions mis en exergue les motivations récentes de ces politiques. À retenir à ce niveau, c'est que la montée des politiques de droite et d'extrême droite en Europe et en Amérique est le résultat de la combinaison des facteurs politiques, économiques, sociaux et culturels. Et les crises économiques et les craintes liées à l'immigration, le rejet à l'établissement politique et une résurgence du nationalisme ont tous contribué à ce phénomène. Les leaders de droite ont su exploiter ces thèmes pour gagner du soutien. Autre chose que nous avions fait dans le premier volet, c'est que nous avions étudié l'impact des politiques de droite, de l'extrême droite sur les immigrés, y compris dans les domaines politiques et législatifs, économiques et sociaux, les services publics, les droits humains et les conditions de vie. Et s'il faut retenir quelque chose à ce niveau-là, c'est que les politiques restrictives sur les immigrés mises en place par le gouvernement de droite ou d'extrême droite en Europe et en Amérique ont des impacts négatifs sérieux sur les immigrés dans les domaines politiques, économiques, sociaux et de droits humains dans les pays d'accueil. Dans le second volet, qui a trait au retour dans les pays d'origine, nous avions, identifié les raisons possibles de retour au pays d'origine. Et c'est là, grâce à l'évaluation des motivations d'immigration et des conditions et des circonstances personnelles de ce jour. 2, l'exploration de la notion d'intégration. 3, l'analyse des facteurs externes pouvant influencer le retour au pays d'origine. Et 4e facteur, les signaux déclencheurs. Nous avions aussi passé en revue les différents domaines de préparation au retour, les domaines financiers, professionnels, socioculturels et logistiques. S'il y a quelque chose à retenir à ce niveau, je crois qu'il faut une bonne préparation financière, professionnelle et logistique, sociale et culturelle qui tienne compte des réalités en Europe et en RDC. Cela sous-entend une planification minutieuse et une organisation détaillée couvrant tous les aspects de la vie professionnelle, personnelle et familiale. Recenser les différents types de défis. Nous avions aussi recensé les différents types de défis au retour, les défis du retour au pays d'origine et les stratégies adéquates à adopter dans le domaine économique, socio-culturel, psychologique et émotionnel, logistique, de sécurité et de santé. Et s'il y a quelque chose à retenir ici, c'est que toute personne qui pense à rentrer en RDC doit savoir que cela comporte de nombreux défis à relever, mais on peut bien les gérer grâce à une préparation adéquate et une stratégie bien pensée. Il est essentiel de planifier à l'avance, de rechercher des soutiens sociaux et professionnels et de rester flexible et résilient grâce au changement. Il est ultra important d'adopter une approche proactive. Autre chose que nous avions fait dans le dernier volet, c'est que nous avons vu des études des cas et on s'est concentré sur les cas de la maman Thérèse Kirongozi et Faustin Liikoula. Et ceci a bien illustré le fait qu'il est possible de rentrer au pays, réussir sa réintégration tout en contribuant au développement de la RDC. Nous ne soulignerons jamais assez l'importance d'une évaluation sérieuse des conditions et des opportunités de retour, de même que l'impérieuse nécessité de bien se préparer une fois la décision de retourner au pays est définitivement prise.
Je vous remercie sincèrement, très sincèrement, pour votre gentille patience et votre aimable attention. Merci beaucoup.